mardi 2 juin, bienvenue au bord de l'eau, les pieds dans l'eau sur cette plage de la Tortue à Saint-Raphaël. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir tout le Vous monde. n'êtes pas encore allé vous baigner vous hein? Non, mais je suis tentée quand même. Oui, elle est un peu fraîche encore, mais enfin, et franchement, 21 degrés, 22 degrés, ça commence à être pratiquement l'été ici. Nous allons dans un instant parler d'un vin d'été, le vin rosé. Et sachez qu'ici dans le Var, il existe un centre de recherche et d'expérimentation du rosé. Gilles Masson, œnologue, en est le directeur. C'est un scientifique pur et dur. Et il va nous expliquer que dans ce centre, on est en train d'expérimenter une sorte de champagne rosé de Provence. Il nous dit tout ça tout à l'heure, puisque c'est notre invité fil rouge avec le rosé. Et puis pour bien accompagner justement ce rosé, le chef qui nous accueille chez lui, ici le chef des cuisines à la plage de la Tortue, eh bien c'est Eden. Il a accepté cette semaine de défis avec moi et avec bien sûr notre équipe de chroniqueurs. On vous attend donc ici à Saint-Raphaël, juste après un détour par Nice où on retrouve la rédaction d'Azur TV. Je fais le détour, on y va. C'est par là. Mardi 2 juin 2015, bienvenue, nous sommes toujours à Saint-Raphaël et toute cette semaine nous nous installons sur cette plage de la Tortue. Nous nous installons avec un verre de rosé à la main aujourd'hui en compagnie de quelqu'un qui passe sa vie dans le domaine du vin et particulièrement du vin rosé puisque Gilles Masson est notre invité, vous venez de le découvrir, il est scientifique, œnologue, directeur du centre de recherche et d'expérimentation du rosé dans le Var, c'est très sérieux. Vous allez nous expliquer dans un instant d'où est venue l'idée de la création de ce centre scientifique il y a quelques années déjà, puisque c'était en 1999, ce qu'on y fait, sur quoi on travaille, avec qui vous travaillez, parce que ça peut être le monde entier, on le verra avec vous dans un instant, et c'est ici dans le Var. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. Gilles Masson, vous allez être dessiné, croqué, caricaturé par celui qui est notre dessinateur attitré dans l'émission, c'est Rémi Molinari, qui travaille déjà sur votre profil. On va jeter un œil, regardez, ça donne à peu près ça pour l'instant. Alors on a une oreille, un morceau de nez et un peu de cheveux. Dans un instant, je suis sûr qu'on aura une image beaucoup plus précise. Et puis ce que vous direz va lui inspirer, comme à chaque fois, un commentaire en fin d'émission. Virginie, on vous rejoint tout de suite dans le coin cuisine. Il sera question de quoi justement en cuisine aujourd'hui? Alors je serai surtout en compagnon de qui? Eh bien du chef du restaurant La Tortue, c'est Eden Penaccino. Vous avez fait sa connaissance hier soir, donc il sera tout à l'heure également avec moi pour un nouveau défi. Et on va parler de bar. Alors en Provence, d'ailleurs, on l'appelle le loup, il est déjà là, je vous le présente, c'est mon invité quelque part ce soir, Eric, et justement, votre invité à vous va peut-être trouver comment bien accompagner ce loup ou ce bar, c'est comme vous voulez. Voilà, pour un loup, il y a un rosé ici dans la région qui irait très bien sur un poisson comme le loup? Oui, il y en a même plusieurs, donc des rosés pâles comme on les aime ici, avec des petits goûts de fenouil, de garrigue qui accompagnent très bien les poissons en sauce ou au grill. Voilà, vous l'avez compris, notre invité est un spécialiste du vin rosé. On va commencer par présenter ce centre de recherche auquel vous appartenez. Vous êtes le directeur de ce centre de recherche sur le rosé, pour faire court, mais c'est le centre de recherche et d'expérimentation sur le rosé. C'est quoi l'idée de départ en 1999 de la création de ce centre? C'est quelques vignerons provençaux qui ont vu un intérêt à travailler sur le rosé, qui ont senti qu'ils commençaient à se spécialiser, qu'ils étaient bons, qu'ils étaient forts, qu'ils avaient envie de le rester, qu'ils avaient envie de garder ce leadership qu'on commençait à leur donner déjà. Et ils se sont dit, pour être fort demain, il faut investir dans la recherche, dans l'innovation, dans l'intelligence et la connaissance. Ils ont créé ce petit outil, le centre du rosé, qui depuis 15 ans prospère et qui leur apporte des résultats qui leur permettent de faire progresser leur qualité d'année en année. Voilà, alors dans la région, mais dans le monde entier, parce que l'idée en 99, elle est assez visionnaire, c'est prendre de court tous ceux qui essaient dans le monde entier d'égaler ou en tout cas de peut-être dépasser un jour les vins français. Et là on s'est dit, si on fait un centre de recherche en rosé, on aura une longueur d'avance. C'était bien ça le principe. C'est ça, et ce terme de visionnaire est important puisque qui à l'époque, il y a 20 ans, aurait misé un copec sur le rosé, c'était un vin qui était décrié, qui était déjugé, mal jugé, et quelques-uns y ont cru et se sont investis. Alors pourquoi d'ailleurs déjugé, délaissé par rapport au vin rouge, au vin rosé? On considère vraiment que c'est le petit vin de l'été sur la table ou à la plage comme ici. Est-ce que ça évolue ça dans l'esprit du consommateur? Alors ça a beaucoup changé, mais schématiquement on comprend que les vins blancs viennent du raisin blanc,
que les vins rouges viennent du raisin rouge et on se dit mais ce rosé d'où il vient finalement. C'est Du ça. coup on dit il est trafiqué, il est mélangé, etc. Alors qu'en effet on a expliqué maintenant depuis de nombreuses années comment il était élaboré. C'est une science particulière, une vinification spéciale qui donnait un goût particulier. Et là les gens ont compris d'où cet engouement qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, alors justement, allons dans le détail. Pour ceux qui nous regardent et qui continuent à se dire qu'un rouge et un blanc, ça fait un rosé quand on les mélange, vous dites que nenni, comment fabrique-t-on un rosé? Alors le rosé, c'est simplement du raisin rouge dont on écrase les grains, ça libère du jus et on laisse le jus qui est libéré en contact avec la pellicule du raisin de façon à ce que la pellicule donne une petite couleur légère au jus et c'est ce jus-là qu'on met en fermentation et qui donne donc à la fin un rosé souvent très pâle de cette jolie couleur saumonée. D'accord, donc il suffit de laisser infuser quelque part la peau de ce grain de raisin plus ou moins longtemps pour avoir une couleur plus ou moins forte. C'est ça, de quelques heures à 24 heures maximum, alors que pour faire des rouges, on laisse le jus et la peau en contact plusieurs jours, 15 jours, 3 semaines, alors que pour le rosé, c'est minuté, c'est quelques heures. D'accord. C'est quoi généralement le cépage, le raisin qu'il faut pour un vin rosé? Tous les cépages rouges peuvent faire des rosés. Bien sûr, nos cépages provençaux sont très bons, hein, le grenache, la syrah, le cinsault, mais on fait de par le monde des rosés avec un grand nombre de cépages qui permettent d'avoir des vins fins, légèrement colorés. Voilà, donc on évite les cépages qui sont trop colorés et tout ça donne une harmonie très intéressante. On verra avec vous non seulement ce qu'on fait au quotidien dans ce centre expérimental autour du rosé, et puis quelques anecdotes aussi que vous nous raconterez de votre vécu de scientifique au contact du rosé. Mais juste avant, tiens, on repasse en cuisine puisque vous avez de la visite, Virginie. Exactement, une invitée surprise qui est à mes côtés. Elle s'appelle Isabelle et c'est la propriétaire. Déjà Isabelle, merci de nous accueillir chez vous toute la semaine. On y est bien, j'ai l'impression qu'il y a un esprit de famille ici. Hein. Oui, c'est esprit familial, c'est ce qu'on tient à garder. On est dans une crique, donc on veut garder un esprit tranquille et familial. Beaucoup de clientèle locale, parce que c'est un Des petit peu habitués. retiré. Ouais. Voilà, ce sont beaucoup d'habitués. On veut que les gens soient là chez eux, tranquilles, passent un bon moment, un moment de repos, de tranquillité. Une fois qu'on est garé, eh bien ici, après, Il n'y a on plus est qu'à profiter. Il n'y a plus qu'à profiter, on est à la maison. Alors Voilà. c'est votre beau-frère qui était avec nous hier soir. Il nous a parlé des changements que vous avez apportés depuis 8 ans. Par exemple, ce qu'on voit là, ce qu'il y a juste derrière nous, le côté matelas sur le sable, ça n'y était pas. Voilà, on a grandi un petit peu la plage. Petit à petit, tous les ans, on a grandi un petit peu. Donc on a agrandi la partie restaurant aussi. Et du coup, la plage se retire un petit peu. On a fait tout un espace salon pour pouvoir venir déguster un cocktail, prendre un petit café l'après-midi, se balader et profiter du soleil et de la plage. Et après, tout le côté matelas. Le deuxième bar qui est juste derrière Voilà, nous, ça aussi c'est qui une s'est nouveauté. agrandi, voilà, parce qu'au début, c'était une petite cabane. Et puis maintenant, Vous l'avez on transformé. a un petit peu agrandi tout ça, voilà. Alors- Avec la clientèle et les gens d'ici, les gens qui sont aussi en vacances, mais beaucoup de gens d'ici. Alors, esprit famille, on le disait, le chef qui est avec moi dans ce coin cuisine, vous le connaissez bien, je crois. Ah bah oui, il est avec nous depuis les débuts, depuis Ouais. qu'on a ouvert, il est là, avec nous, Et il a l'air présent. très heureux d'être là. Voilà. C'est Eden qui sera dans les prochaines minutes, Eric à nos côtés. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Merci à vous. Après cette décoration, nous on va décorer notre table avec des verres de vin rosé, puisque nous sommes en compagnie de Gilles Masson. Il est scientifique et il est directeur de ce qu'on appelle ici le Centre de recherche et d'expérimentation du rosé dans le Var. Vous êtes installé où exactement? À Vidauban, dans le cœur du vignoble provençal. Voilà, dans le cœur de ce vignoble. Donc j'imagine que les vins de Provence viennent régulièrement vous voir, les propriétaires de domaines. Mais pas uniquement, on peut venir d'un peu partout pour vous demander des conseils pour améliorer son rosé, pour peut-être créer aussi des rosés. Oui, tout à fait. Donc effectivement, au départ, on travaillait plutôt pour les Provençaux et on continue de travailler beaucoup pour les leaders du rosé, incontestés dans le monde, les Provençaux. Mais on travaille aussi avec quelques régions françaises et puis des pays, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le rosé intéresse, puisque maintenant les consommateurs s'y intéressent, donc les producteurs aussi. Et on a envie de faire des rosés partout sur la planète, des rosés typiques, des rosés bons et originaux. Et on vient parfois écouter nos conseils, prendre nos résultats, de façon à ce que la Provence, bien sûr, continue d'être leader, mais que les autres avancent aussi à leur rythme. Voilà, alors les résultats,
résultats, c'est des résultats d'expérience, c'est des résultats de sondage aussi parfois. Et là, on va s'arrêter sur une expérience que vous avez menée sur des consommateurs avec un rosé dans lequel vous avez ajouté du sucre. Je vous laisse nous expliquer quel était le but de cette expérience. Oui, alors c'est un petit peu compliqué. On est quand même des scientifiques et on doit être très très méticuleux, précis et rigoureux. Donc moi je me souviens de ce jour où ma collègue m'a appelé pour me montrer ces résultats qu'elle venait d'obtenir, avec ses courbes, etc., de consommateurs qu'elle avait fait goûter donc des vins rosés dans lesquels elle avait ajouté un petit peu de sucre. Et on s'est rendu compte que le consommateur trouvait que le vin était plus fruité lorsqu'il était sucré, alors que théoriquement ça n'a rien à voir. Il y a le goût du fruité et puis il y a le sucre. Et on se rend compte que ces deux notions sont intimement liées dans notre cerveau et qu'elles interagissent. Alors nous, l'intérêt, c'était pas de rajouter du sucre, puisque les rosés de Provence sont des rosés secs. Mais par contre, ces vins-là sont très fruités et on a compris pourquoi parfois les gens les trouvaient sucrés. Parce qu'en étant fruités, on donne l'impression qu'on est sucré et inversement, quand on rajoute du sucre, on a l'impression qu'ils sont fruités. Donc c'est intéressant de comprendre ça pour expliquer pourquoi certains vins ont plus de succès que d'autres et pourquoi ces parfums de fruits qu'on a dans les vins intéressent beaucoup les consommateurs. Alors c'est pas un vin de la région, mais quand on parle par exemple du Cabernet d'Anjou, on trouve un vin effectivement très sucré. On a tendance à l'assimiler à un vin fruité. C'est un vin à la mode. En ce moment, on peut le dire, c'est un vin qui est très consommé en France, par exemple. Le Cabernet d'Anjou a un beau succès, notamment sur la place parisienne, mais voilà, le rosé sec quand même, donc sans sucre, continue de faire des progrès partout dans le monde, y compris les Américains ou les Anglais qui aimaient ces vins sucrés, se tournent de plus en plus vers ce rosé sec parce que justement, il apporte du fruit sans sucre. Et ça, c'est magnifique. Bien. On va continuer à parler de cette science autour du vin rosé, ici dans le Var, à Vidauban, avec ce centre unique au monde. Il n'y en a pas d'autre depuis 1999. Vous êtes seul sur la planète. Et on va voir aussi, d'ici la fin de cette émission, comment vous planchez sur un champagne rosé de Provence qui pourra sortir dans peut-être quelques mois ou quelques années. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Mais juste avant, on accueille, comme chaque mardi, notre chroniqueur à l'écriture somptueuse. Oui, je le dis, Thierry Messnage est là. Houston, we have a problem. Thierry Messnage qui fait son entrée sautillante sur le plateau de la grande émission comme chaque mardi. Bonsoir, comment ça va Thierry? Bonsoir Eric, bonsoir monsieur. Gilles Masson, Enchanté, Thierry. Donc Gilles, Thierry, Gilles. Aujourd'hui, vous avez planché sur une espèce en voie de disparition au Japon, Thierry. Pas très net la planète, il va donc glaner sur Internet les infos folles du monde. On l'écoute. Ah oui, parce qu'au Japon, il y a deux espèces en voie de disparition. Bonsoir à tous d'abord. Il y a le panda et l'acteur porno. Alors, si le premier a la réputation d'être une charmante boule de poils, le second tiendrait plutôt sa réputation au charme exercé par ces boules que certaines trouveront peut-être d'ailleurs au poil. Attention, c'est pas l'actrice porno qui manque, non. C'est l'acteur. Au pays du soleil levant, où apparemment il n'y a pas que le soleil qui se lève, il y a, pour vous donner une idée, 70 acteurs porno pour 10 000 actrices. 70 bonshommes pour 10 000 geishas du sexe. Un sacré trou. C'est l'une des stars masculines du X nippon d'ailleurs qui tire la sonnette d'alarme. Il s'appelle Shimiken, il a 35 ans, le voici. Alors bien sûr, faut aimer, si vous voulez, mais notez quand même, pour vous donner une idée, qu'il est au Japon ce que Rocco Siffredi est à l'Italie, ce que Casanova était au XVIIIe siècle ou DSK au XXIe étage du Sofitel de New York. Attention, pour Shimiken, le talent n'explique pas tout. Il dit avoir une hygiène de vie irréprochable, ce jeune homme, et notamment au niveau alimentaire. Poulet, œufs durs pour les repas et pour faire de l'homme un homme, une boisson à base d'extrait de serpent aux supposées vertus aphrodisiaques. Ajoutez à cela pas mal de muscu, mais pas de Viagra. Et puis il y a le... Donc Shimiken n'est pas chimique. Non, Shimiken n'est pas chimique et en plus il nous livre un petit plus, une petite astuce, un petit secret. Shimiken se badigeonne le sexe avec une crème pour le visage. Chez lui, ça ferait pornostar. Chez vous et moi, Eric, ça ferait plutôt tête de nœud. 2 fois par jour, donc,
badigeonnage avec une crème à base d'huile d'olive extra vierge. Peut-être le seul moment de la journée où il a un truc extra vierge entre les mains. Ça doit le changer, le mec. Chimiken ne déplore qu'un seul accident de travail dans sa déjà très longue carrière. C'est le jour où une partenaire l'a blessé aux parties sensibles avec un talon aiguille en lui marchant dessus alors qu'il était entièrement nu. J'espère qu'il avait une rustine. Ah! Je vous présente aussi la star féminine du X japonais. Regardez, elle s'appelle Henri Okita. Vu la dégaine, à mon avis, entre deux étalons nippons, elle s'est aussi tapée Actarus, Minos de chez Goldorak, Force bleue, non? Bioman de chez Biomen, Pikachu de je ne sais où et tout le Sankukai. Alors, un film porno français, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Mais un film porno japonais, heureusement, Eric, vous me connaissez que j'ai un peu d'imagination. Un tout petit peu. Éloignez les enfants aussi. Viens ici, salope! Je vais te baiser! Je vais te baiser! Oh! Mais viens donc arroser mon petit jardin japonais! Oui, c'est ça! Et toi, viens voir mon gros rouleau de printemps maxi modèle posé sur une belle paire de nouilles! Oh! Il est fort ce jaune! Fort ce jaune! Sauvé par le gong. Tant mieux parce que j'ai déjà bien assez de sushis comme ça. Alors à la semaine prochaine, si le boss est d'accord. Allez, on va passer de la force jaune à la force rosée, si vous voulez bien. Merci beaucoup Thierry Messnage qui nous revient la semaine prochaine. Là aussi, hein, vous pouvez le voir et le revoir sur azurtv.fr. Vous écartez les enfants. C'est bon. Oui, oui, écartez les enfants du poste à l'occasion ou de l'ordinateur. Merci beaucoup. On va continuer à parler de rosée dans un instant avec notre invité Gilles Masson, scientifique, directeur du Centre de recherche et d'expérimentation du rosé dans le Var. Est-ce que vous êtes créateur de mode parfois? Est-ce que... Alors sans parler de mode peut-être un petit peu sexy, mais est-ce qu'on vous demande de façonner des rosés justement, puisque vous êtes un centre d'expérimentation, pour qu'ils plaisent à une catégorie de personnes, aux hommes, aux femmes par exemple? Non, on suit plutôt l'initiative des vignerons, donc ce sont eux qui sont créatifs, créateurs et qui imaginent des nouvelles tendances. Et nous, on les accompagne. Alors c'est vrai que quand les vignerons savent qu'on s'intéresse à un vin en particulier, ça crée quand même un courant, une tendance. Ouais. Mais de nous-mêmes, non, on ne dit pas, tiens, on va inventer tel type de rosé. D'accord. Et la tendance en ce moment est plutôt sur le sec que sur le fruité, vous me disiez? En tout cas, on va de plus en plus vers le sec, même si le fruité est à la cote. Oui, on va vers ce qui ressemble aux Provences aujourd'hui, puisque bon, les Provences sont connues dans le monde entier, et puis on a envie de les copier, et donc on voit que beaucoup de vins se rapprochent de ce style-là, de ces rosés pâles, qui sont à la fois fruités mais secs. Merci en tout cas d'être avec nous pour cette émission, pour tous les passionnés de vin rosé, les esthètes, les épicuriens comme Thierry Messnage. Eh bien, restez avec nous, on sera là dans la deuxième partie avec Gilles Masson. Et puis dans la deuxième partie aussi, notre pornostar amateur, hein, Thierry Messnage, dans la cuisine. Lavez-vous les mains avant d'y aller. Virginie, que va-t-il se passer dans le défi cuisine aujourd'hui? Il peut tout se passer puisque Thierry est là. Hein. Oui, j'ai un petit peu peur, hein, je ne vous le cache pas. En tout cas, je suis déjà en charmante compagnie puisque c'est le chef du restaurant La Tortue, Eden Penaccino, qui est à mes côtés. Bonsoir Eden. Bonsoir. Ça va, pas trop peur de notre Ça va, Thierry ça va. qui va nous rejoindre Il est dans assez quelques impressionnant instants. quand même. On parlait de force jaune, je vois du citron justement, il y a plein de couleurs dans notre assiette ce soir et ça me permet de parler d'une des spécialités ici, puisqu'on a C'est dit ça. hier c'est 90% de poissons qu'on va trouver sur votre Effectivement, carte. oui. Et ce soir, ça tombe bien, c'est la spécialité. La spécialité incontournable à la tortue, c'est la tagine de loup. Mhm. Voilà, revisitée. Et donc c'est bien, ça représente bien le bassin méditerranéen et ses couleurs. On tout va se simplement, ouais. régaler, donc c'est vrai, 90% des plats sinon qu'on trouve ici, c'est du poisson. Oui, voilà, 90%. Les gens, c'est vraiment un restaurant de spécialité de poisson. Mhm. Et ils viennent quasiment que pour ça. Alors, ça c'est une des spécialités, l'autre c'est la Ouais. sèche. L'autre, c'est la sèche aussi qui est incontournable.
C'est vraiment les deux produits phares qu'on laisse chaque année à la carte. De toute façon, on a déjà essayé de les enlever. Mais Vous avez eu des réclamations. Souvent, voilà, c'est Il y a des gens qui C'est viennent ça. spécialement et qui Ils font beaucoup de viennent kilomètres. et hein, finalement, d'ailleurs. on est obligé de remettre. Bon, Ouais. et ben ça tombe bien puisque c'est ce plat que nous allons faire ensemble ce soir, ce tagine donc de loup, et c'est un autre loup qui sera avec moi donc dans le coin cuisine pour le défi tout à l'heure, Thierry Messnage. Voilà, un sacré loulou qui vous rejoint et qui est toujours sur notre plateau, on s'en remet pas. Thierry Messnage qui sera là pour le défi cuisine. Nous serons également avec Gilles Masson, donc scientifique et directeur du Centre de recherche et d'expérimentation du rosé dans le Var. On évoquera ce fameux champagne provençal rosé que vous êtes en train de mettre au point en ce moment. Et puis un sujet également, un reportage dans les vignes. On ira sur le domaine du château vaudois ici dans le Var qui est largement spécialisé là aussi dans le rosé. Mais ce sera juste après le détour par la rédaction d'Azur TV. Nicolas Gallup pour le journal. A tout de suite depuis Saint-Raphaël et la plage de la Tortue où on vous attend avec la grande émission dans la bonne humeur. De retour sur le plateau de la grande émission, nous sommes sur la plage de la Tortue avec notre invité qui n'est autre qu'un scientifique, directeur du seul centre de recherche et d'expérimentation sur le rosé au monde. Il se trouve ici dans le Var à Vidauban et il nous rejoint à Saint-Raphaël. C'est Gilles Masson, ce directeur scientifique. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va évoquer un champagne rosé de Provence qui pourrait peut-être faire fureur prochainement dans les caves et dans les supermarchés. On vous le souhaite en tout cas. Et puis on évoquera aussi une anecdote autour d'un vigneron que vous avez conseillé et qui depuis ne cesse d'être médaillé pour ses vins rosés. On va parler de tout ça dans la deuxième partie de la grande émission, mais juste avant, comme c'est la règle à chaque démarrage, voici le défi cuisine. C'est parti en effet pour notre défi cuisine du mardi soir, et comme chaque mardi, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Messnage qui est nu, enfin pieds nus. Pieds nus. Voilà, hein, Oui. on se sent en vacances déjà dans le coin cuisine. La plage, non voilà, on est sur la Faites plage. pas Alors tomber c'est le vrai couteau, hein. qu'on en Comment profite. ça va, chef Vous allez bien Je vais reposer le couteau, vous avez raison, Ouais, c'est avant de plus lui prudent. couper un Donc orteil. Eden, Thierry, Eden, voilà, les présentations sont faites. On est ravis d'être Bien sûr, ensemble bien pour sûr, ce bien sûr. défi. C'est du loup que nous allons faire ensemble, C'est Eden. ça, Racontez-nous du loup tout. ou du bar. du Ici bar. en Provence, c'est du loup. Ouais. Voilà, mais c'est le même poisson. Bon, alors le défi que nous allons devoir réaliser, Thierry, c'est la spécialité, vous m'expliquez C'est ça, ça, tout c'est à ça. l'heure, de la tortue. Effectivement. Du loup, il a dit, monsieur. Voilà, du loup. Du Oui, restaurant mais de la La tortue, Tortue. d'accord. Voilà, il Pardon. faut, il faut suivre. Donc nous avons deux loups ici présents. J'ai un petit peu peur, chef. Ça veut dire que tous les deux, il va falloir qu'on s'attaque aux petits poissons. là. Au loup. C'est ça, Au c'est bar, ça. On va oui. donner le premier. Bah, bien oui, sûr, bah, écoutez, honneur bien sûr. à Thierry. Il y a peut-être des Bien gants, entendu. non? J'ai vu des gants Oui, tout à l'heure. j'ai des gants. Oui, attendez-moi, Voilà, ça, quand ça- même, on va vous simplifier les oui. choses, Thierry. Voir un peu. Tenez. Merci. Voilà. Bonjour Voilà. toi, ça va Excuse-moi, je vais te découper puis après je vais te bouffer. Mais Il bon, je a t'aime quand une même. bonne hein, pardon. tête quand même, ce Il a une poisson. bonne tête ce loup. Hein. Voilà. Oui. Pour moi aussi, du coup, non, les deux pour Les lui, deux pour les deux lui, pour hein, lui, d'accord. parce que hop là, voilà. Dis donc, ça sûr, irait mais- ça à Chimiken. Hein Il est pas Il dans aurait mon 5 pot. d'avance. Et vous avez du mal là, Ouais. non hein? Concentrez-vous quand même, Thierry. Vous savez que le défi, c'est dans un Mais temps c'est Eric limité. tout à l'heure qui il nous parlait du domaine de Vaudois. Laissez-moi en dehors de toute C'est pour ça. allusion, s'il vous Alors, plaît. est-ce qu'on s'en sort déjà avec les gants? C'est pas gagné. Alors, ensuite, la petite astuce pour notre loup, dresser le filet, comment on va faire? Alors je vais peut-être le faire avec Levez lui, le comme filet. ça je vais lui montrer. Oui. Et on va le faire Moi, chacun je de vous notre en côté. prie, messieurs. Voilà, moi, je tiens le Allez, micro et voilà. je vous regarde Je suis Allez. le seul à avoir des gants. Hein. très Vous attentivement. avez raison, j'ai fait le plein d'essence en arrivant. En même Ouais. temps, vous Alors. faites ça un peu tout le temps. Allez, Alors, non, le poisson dans l'autre Le sens. poisson dans l'autre sens, d'accord. c'est mieux. Voilà, on va faire Alors. une incision ici. Quoi C'est ça, c'est ça. C'est ça C'est ça. On peut y aller, oui. Voilà. Et ensuite, là, tout le long de l'arête. Au milieu, quoi. Voilà, du poisson. Voilà. Ça a l'air simple quand on On le regarde le découpe. chef, Oui, un bah, peu quand on tient moins un quand micro, on regarde quand on Thierry. tient un micro, c'est facile. Hein. Ouais. Voilà. Mais vous vous en sortez très bien, Oui, c'est Thierry. pas mal, c'est pas mal. Attends, depuis le temps, C'est maintenant, pas je mal, commence quand même du à... tout. je commence quand même à- L'incision du poisson, Ouais. c'est vrai que ça vous connaît. C'est pas la première fois, Thierry. hein. Non. La prochaine étape, ça sera quoi Commandant rapidement, Cousteau chef? des cuisines. On va le désarrêter, Le désarrêter. le tailler en petits dés. Mhm. Et ensuite, on va faire Ah, vous mariner avez tout pris ça avec d'avance, les petites d'accord. épices. Exactement, puisque on le rappelle, c'est un tagine de loup C'est que nous ça. allons faire. Donc plein d'épices, notamment
Notamment du cumin, du curry, du Mhm. paprika, du piment d'Espelette, des petites des tomates, des fèves, voilà, des produits aussi de saison. Oh, très bien. On continue notre défi, Eric, et pendant ce temps, on vous retrouve pas très loin de nous, hein, sur le plateau de la grande émission. À tout de suite. Avec notre invité Gilles Masson que dessine depuis tout à l'heure notre ami Rémi Molinari. Tiens, on va jeter un œil sur sa production du jour avec une belle bouteille de vin dans la main de notre invité. C'est assez ressemblant ça, hein, c'est vous. Il a bien cerné les sourcils, voilà, la forme de la bouche, etc. On est sur une vraie photo pratiquement. Cette caricature qui va être agrémentée dans un instant d'une légende qui vous sera inspirée, Rémi, par les propos de notre invité. Je rappelle que Gilles Masson, vous êtes scientifique et directeur de ce centre de recherche et d'expérimentation unique au monde sur le rosé, situé ici dans le Var, à Vidauban. Alors, l'actualité, les projets de votre centre de recherche, ce serait par exemple ce champagne rosé. Vous travaillez en ce moment sur un vin donc mousseux qui pourrait ressembler à un champagne rosé, mais de Provence, c'est ça ? Tout à fait. Alors bon, on n'a pas le droit d'utiliser le mot champagne. Si nos collègues champenois nous entendaient, ils nous gronderaient. Peut-être qu'ils nous enverraient une troupe d'ailleurs d'avocats. Mais bon. C'est vrai que ça ressemblera à ça quand même. Oui, hein. tout à fait. Par contre, l'esprit effectivement d'un vin prestigieux avec des bulles et qui est bon goût, bon, bien entendu, on pense à la Champagne. Ouais. Donc c'est inspiré un petit peu de cette méthode dite traditionnelle qui est faite en Champagne, mais dans d'autres régions et qu'on appelle crément. Et on a adapté cette technique-là à notre terroir, à nos cépages, de façon à mettre au point petit à petit un effervescent de Provence qui est à la fois le goût, le parfum des Provences qu'on aime, les rosés, mais avec la magie des bulles en plus, ce qui permettrait de proposer sur l'étiquette aux consommateurs 3 mots magiques, hein, le rosé qui plaît, les bulles qui ont cette magie, et puis la Provence qui fait rêver tout le monde. On pense que là on a un produit en perspective qui pourrait vraiment être le signe à la fois de la convivialité, de la fête, et puis on sait qu'on est une région festive qui accueille beaucoup de monde. Ça devrait être la boisson vraiment de toutes les fêtes qui se passent chez nous, notamment l'été, mais pas que. Alors, comment est-ce qu'on le fabrique? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques secrets de fabrication là, dans vos laboratoires? Comment est-ce que vous étudiez ce champagne de Provence, ce crément, puisqu'il aura l'appellation crément, donc du coup, hein, qu'est-ce que vous y mettez dedans? Est-ce qu'il va être plutôt justement fruité, comme on disait tout à l'heure, ou plutôt sec, ce champagne rosé? Alors c'est un vin qui sera parfaitement naturel, qui sera plutôt sec. Alors on dit brut pour les effervescents. Hein, et sa méthode d'élaboration consiste à 2 étapes de fermentation. Une en cuve, comme tous les vins, et une deuxième fermentation en bouteille. Et là, la deuxième fermentation en bouteille va se passer avec une addition de jus de raisin, venant de la même parcelle que le vin qui a été à l'origine du produit. Et cette deuxième fermentation en bouteille va reproduire du gaz. Et ensuite, quand on va ouvrir ces bouteilles, on aura ces bulles avec leur finesse, leur mousse. Et tout ça va être très, très gourmand et appétant. Combien de temps il faut pour élaborer un produit comme celui-ci qui n'existe pas, hein, que vous créez entièrement? Et dans combien de temps on peut espérer pouvoir goûter du champagne rosé de Provence? Alors le chantier actuellement est plus administratif que technique, puisque maintenant les recettes de fabrication, on les connaît, on les a mises au point depuis une quinzaine d'années déjà. Hein, donc c'est un travail collectif de tous les vignerons de Provence depuis 15 ans. Et pour faire ce produit-là, il faut environ 2 ans, c'est-à-dire qu'on ne le boit pas juste après la fermentation, mais il y a tout un travail d'élevage sur latte, hein, comme les champagnes, qui doit prendre 2 ans. Donc 15 ans de travail, 2 ans d'élaboration pour le produire, et sans doute encore 3 à 4 ans avant de le trouver sur la table des consommateurs avec le mot Provence sur l'étiquette. Voilà, donc en 2018-2019, on devrait commencer à pouvoir trouver ce champagne, ce crément rosé de Provence. Vous vous souviendrez peut-être que vous en avez entendu parler en primeur sur Azur TV par Gilles Masson, le directeur de ce centre de recherche sur le vin rosé, mais pas uniquement, peut-être un jour ce sera aussi sur le champagne rosé. Est-ce que d'ailleurs des champenois ont fait appel à vous sur leur champagne rosé? Oui, on a des contacts avec toutes les régions, mais la Champagne en particulier, notamment sur la question de la maîtrise des couleurs, puisque nous, on est la Provence reconnue pour maîtriser les couleurs des rosés parfaitement. Eh bien, ils se sont inspirés de nos travaux, ils nous ont demandé de les aider pour aussi donner une stabilité à leurs couleurs dans les bouteilles. Ouais, ce qui permet aussi de faire vivre ce centre de recherche. Combien de scientifiques y travaillent là? On est 10. Ouais. On est 10 et effectivement, on a besoin de travailler avec d'autres régions, d'ouvrir nos fenêtres et nos portes vers l'extérieur pour laisser rentrer aussi des informations, des idées qui peuvent venir d'ailleurs. Ouais. Ces scientifiques qui travaillent uniquement en laboratoire ou qui sont très souvent sur le terrain? Alors un peu les deux. On a des collègues qui sont plutôt dans le vignoble et dans les caves, mais qui nous ramènent des informations, des questions.
des observations et puis en parfaite synergie avec ceux qui restent sur la base, dans les labos, etc., avec leurs pipettes et devant leurs ordinateurs, et tout ça crée un mélange très intéressant. La demande la plus fréquente qui arrive dans ce centre très ouvert, justement, puisque vous accueillez toutes les demandes, je le disais, du monde entier, c'est quoi la demande la plus fréquente? Vous me disiez en préparant l'émission, c'est faire ressembler les rosés aux rosés de Provence. C'est ça, souvent, on vous dit, j'aimerais qu'il ressemble au mien, et vous dites, non, il faut qu'il soit original, votre rosé. Oui, alors effectivement, quand les demandes viennent de l'extérieur, ils ont une grande envie de ressembler à la Provence parce que c'est un vin qui a du succès, qui se commercialise bien. Et donc, on essaie de les dissuader un peu en leur disant, mais essayez de faire des choses qui sont bonnes mais différentes, restez sur vos fondamentaux, sur ce qui fait votre tradition. Et donc, on les aide à affiner leur typicité, leur originalité, mais surtout pas de faire que tous les rosés se ressemblent et qu'on n'ait que des Provences ensuite sur les linéaires des supermarchés. Ce serait une catastrophe parce que le rosé est signe de diversité, de palette de couleurs, de palette de goûts, et on a besoin de rosés différents pour tous les instants de la vie. Voilà, et vous contribuez largement à les faire prospérer ces rosés, qu'ils soient de Provence ou d'ailleurs, un petit peu partout. Merci d'être avec nous, vous restez là puisque dans un instant on parlera avec vous de ce vigneron qui ne regrette pas justement d'être passé par vos services, par ce centre de recherche et d'expérimentation du rosé dans le Var, puisque depuis qu'il vous a rencontré, il n'arrête pas d'engranger les médailles. Vous nous direz pour quelle raison dans un instant. On passe en cuisine juste avant. Est-ce que ce tagine de loup commence à ressembler à un tagine? Mais complètement, et il ne fait pas que commencer d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus qu'à le mettre au four, il est tagine. C'est ça, quasiment. Il est à point quasiment. Eden, on rappelle ce qu'on est en train de faire. Hein. On rappelle, alors là on a coupé le loup en petits dés et on a mis les épices pour le faire mariner. Généralement, si vous le faites bien 1 heure à l'avance, plus c'est mariné, plus ça a de goût. Avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, Voilà. des échalotes. Et puis on a mis de la coriandre. De la coriandre, par-dessus. du cumin, du curry, du paprika Plein d'épices. Hein. et beaucoup de talent de de notre ami Thierry. N'est-ce pas, hein, C'est ça. Il commence à s'y faire à notre coin cuisine. J'étais en train de demander d'ailleurs à Thierry s'il pêchait. Oui, très souvent, et d'ailleurs tous les dimanches, je vais me confesser à la messe. Petite blague du coin cuisine. Signé Thierry Messnage, on ne peut pas l'arrêter. Donc blague à part, maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire pour terminer ce défi, Hélène? Voilà, cuire tout simplement en tagine dans un fumet de poisson, puisque tous les déchets tous les déchets entre guillemets qu'on a récupérés, on fait un fumet de poisson maison et lequel on va cuire la tagine dedans tout simplement. Bon c'est bien parce qu'on a un petit four là juste Voilà, derrière on a un petit nous, four donc on va derrière, enfourner et d'ici, une l'assiette. dizaine de minutes, voilà, comme ça. ça doit être prêt. Donc maintenant on n'a plus rien à faire. C'est ça. On profite de la plage, Eden, Thierry, et puis Voilà. on va peut-être chercher les maillots de bain, on va faire un petit plouf et on se retrouve pour la dégustation, Eric, avec notre invité fil rouge. À tout de suite. Oui, notre invité fil rouge qui est en grande conversation avec Raymond Molinari qui s'est caché sous le bureau pour lui dire je vais peut-être mettre à déguster sans modération, mais on se disait qu'on allait avoir des problèmes avec la loi E20. En tout cas, nous, on parle de l'élaboration scientifique d'un rosé, mais sans oublier, tiens, j'enlève mes lunettes parce que c'est vrai que le soleil est fort, mais sans oublier pour autant le goût et puis le fait que c'est un moment de convivialité aussi, le rosé. Alors, comment améliorer ces moments de convivialité? Vous allez nous le dire, notamment par l'intermédiaire de cet exemple, un producteur de vin qui passe vous voir. Quel était son problème à ce vigneron quand il est venu taper à la porte de votre centre de recherche? Il cherchait, comme tous d'ailleurs, à s'améliorer, hein, c'est-à-dire que la compétition maintenant entre vignerons est importante, on veut faire le mieux possible, on est passé de 12 sur 20 à 16 sur 20 et maintenant les points de qualité sont très difficiles à obtenir et donc beaucoup de nos vignerons sont curieux et essaient de se renseigner et de venir à la source de l'information au centre du rosé. Et celui-ci donc avait lu quelques travaux récents que nous avions publiés et il m'a dit, alors ça fait très plaisir dans la carrière d'un chercheur, il m'a dit, moi vous avez changé ma vie quand j'ai lu les résultats de ces travaux-là, j'en ai tenu compte, je les ai appliqués dans ma cave et depuis j'ai des médailles chaque année, donc des médailles dans différents concours, qui est un peu la consécration pour un vigneron. Il était vraiment très heureux et du coup, nous aussi, on était vraiment très fiers d'avoir produit des résultats aussi utiles que ça et visibles pour une fois. Voilà, alors ce sont des résultats de recherche
qu'il a consulté ce vigneron? C'est-à-dire, est-ce que ça lui coûte quand il vient vous voir, ou est-ce qu'on peut consulter, si des vignerons nous regardent par exemple en ce moment, est-ce qu'on peut consulter vos recherches, vos résultats de recherche complètement gratuitement? Oui, alors on a une grande partie de l'information qui est disponible sur notre site internet, centredurosé.fr, mais on organise également des formations spécifiques pour les vignerons, on fait des conférences pour eux, on a un petit journal qu'on diffuse largement, donc il y a une source d'information disponible gratuitement pour eux, entre guillemets, puisqu'ils sont adhérents de ce centre et donc ils paient une cotisation pour que nous puissions travailler chaque année de façon confortable et produire de bons résultats. Donc c'est normal que ces résultats leur reviennent à la fin. Allez, on va partir maintenant sur un domaine de production de vin rosé, hein, que vous connaissez sans doute puisqu'il est ici dans le Var. Si je vous dis Château Vaudois, ça vous parle? Voilà. Comment vous commenteriez leur vin rosé? Quelle typicité? Alors c'est des rosés qui sont très élégants, hein, qui sont très dans le style Provence, avec un petit parfum de fruits et de fleurs qui est très très agréable, une belle sucrosité en bouche avec de la fraîcheur. Tout ça, ça donne un ensemble, un vin extrêmement harmonieux et je crois qu'il plaît beaucoup. Allez, on va visiter ce domaine avec John Deli-Zotti, c'est le propriétaire de ce domaine, rencontré par Alex Guillemin et Maïlis Orboin. Reportage. Bonjour, bienvenue au Château Vaudois. Nous accueillons ici donc, dans notre première salle de réception, qui est également notre caveau de vente. Cette salle est une salle modulable dans laquelle nous pouvons imaginer plein d'événements divers et variés. Donc ici, vous avez le caveau de vente où on fait la dégustation et l'accueil des gens quand ils arrivent chez nous, et éventuellement des mariages, des réceptions, des baptêmes, tout ce qui va avec. Pour arriver dans l'antre de la bête, qui est donc notre chai, notre salle de vinification. Donc ce bâtiment est assez moderne, on l'a créé il y a 3 ans. On a essayé de faire quelque chose qui va durer dans le temps. Aujourd'hui, on a une cuverie qui peut accueillir environ 200 000 cols, 200 à 250 000 cols. Notre but, aujourd'hui le domaine fait 12 hectares, on produit 60 000 bouteilles par an. Le but, c'est d'arriver à terme à faire entre 100 000 et 150 000 bouteilles avec des vins de négoce. C'est pour ça qu'on a déjà une capacité de cuverie qui est un peu plus grande que ce qu'on trouverait dans les autres domaines. Ce sont toutes des cuves qui sont automatisées et électroniques, donc sur lesquelles nous pouvons gérer les températures de presse, les températures de vinification, tout le froid et la partie très importante pour faire des bons rosés, c'est-à-dire vraiment le côté froid de la vinification. Nous avons également au fond 2 foudres en chêne. Donc ces foudres, ce sont des cuves de pigeage, donc ce sont des cuves qui sont pour la préparation des vins rouges. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord laisser le mou de raisin avec le jus de raisin pressé, macérer environ 3 semaines pour avoir une prise de coloration, mais également pour développer tout le côté aromatique qu'on va retrouver dans le raisin. Ici, nous produisons nos vins Prestige, de la gamme Prestige. Donc sur cette gamme, nous avons 3 vins, la cuvée Marie, la cuvée Jonathan et la cuvée Christelle. Marie étant ma maman, Christelle ma sœur et Jonathan moi-même. On a eu cette chance de tous avoir notre cuvée, d'avoir les Prestiges dans ces cuvées. Les 400 litres sont dédiés pour les vins clairs, donc les vins rosés et les vins blancs. Nous avons choisi ce format de tonneau puisque le volume étant plus grand, le vin est moins en contact avec le bois et on a moins l'impression d'avoir du bois dans la bouche quand on ouvre la bouteille. Donc nous avons l'avantage et la particularité d'être près de la mer, donc comme on le voit derrière nous, à peu près 2 km du bord de mer. C'est un gros atout pour nous puisque l'embrun marin qui se dégage avec les vents et qui vient survoler le domaine nous fait une protection naturelle pour la vigne. Donc ce qui fait qu'on a moins de traitements sur le domaine et on fait moins de traitements par an en fait. Donc ici nous sommes sur la plus vieille parcelle du domaine, donc les premières parcelles qui ont été plantées, puisque l'évolution du domaine en fait nous sommes partis de 2 hectares 4 pour aujourd'hui en faire 12 hectares plantés et 15 dans 3 ans. Ces vignes-là, donc, ce sont des grenaches, ceux qui nous servent basiquement à faire nos vins rosés. Ces vignes ont été plantées donc, dans les années 2000, elles ont aujourd'hui une quinzaine d'années et nous servent à la production, donc, comme je disais, du Château Vaudois rosé qui est aujourd'hui notre vin de référence. Balade donc une
balade donc sur ce château vaudois, le domaine du château vaudois dans le Var. Tiens, un autre domaine bien connu, c'est le château Miraval ici, parce que c'est une star hein, qui est le propriétaire, c'est Brad Pitt. Il vaut le détour ce vin rosé ou c'est uniquement parce que c'est une star qui le produit qu'on en parle? C'est un très bon vin rosé de Provence comme bien d'autres. Je pense qu'on est très honoré de recevoir Brad Pitt chez nous, mais je pense qu'il doit être aussi très honoré de tout le travail que les autres vignerons ont fait avant lui et dont il profite. Donc c'est une belle synergie. Bien. Dernière chose, le projet sur lequel vous vous attaquez, en plus du champagne de Provence, c'est quoi? On a beaucoup de projets, mais un tient particulièrement à cœur des vignerons, c'est celui de la notion de terroir, replacer le terroir au cœur de la production du vin et montrer que pour les rosés aussi, la notion de terroir est très importante et que nos micro-terroirs ici donnent une diversité de rosés extraordinaire. C'était plus le cas, on s'éloignait un peu des terroirs ces derniers temps? Non, on a beaucoup travaillé sur le savoir-faire de la vinification, mais il ne faut pas oublier la vigne et le sol dans lequel elle est implantée. Merci Gilles Masson, scientifique et directeur du Centre de recherche et d'expérimentation du rosé dans le Var. On jette un œil sur le dessin de notre Rémi Molinari et ce verre de vin rosé que vous tenez à la main. On va découvrir tout de suite la légende. Il y a la loi L20. Oui, c'est la fameuse loi L20 qui nous empêche de dire sans modération. Il vaut mieux d'ailleurs boire avec modération, hein, que ce soit du rosé ou autre chose. Merci beaucoup à vous, Gilles. On va se retrouver en cuisine dans quelques instants. C'est terminé pour ce tagine. Ça va, Thierry a été sage aujourd'hui, relativement quand même. Relativement, comme vous dites. Hein. Hop là, regardez. J'ai tout ce qu'il faut hein, pour... Ça se passe bien au niveau des plaques. C'est là mon ami Thierry qu'il va falloir m'aider. Puisque c'est un vrai travail d'équipe hein, que nous réalisons comme chaque soir, le défi cuisine. On va rappeler d'ailleurs avec Eden ce qu'on a réalisé ensemble. Et vous pouvez ouvrir le petit four qui est juste là, monsieur. C'est par là que ça se passe. Eden, on rappelle donc que c'est une spécialité du restaurant La Tortue. La spécialité du restaurant La Tortue, la tagine Attention de loup parce que ça brûle, monsieur. avec ses épices. Voilà, donc le temps de le sortir du four. On va rappeler, chef, tous les ingrédients qu'on a utilisés pour réaliser ce tagine ensemble donc. Voilà, on a utilisé de la coriandre, des laits de tomates, du citron confit, de l'ail, différentes petites épices, du cumin, du curry, du paprika, du piment d'Espelette. Voilà, tout ça. De la coriandre, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. La coriandre aussi dedans. Et les fèves, hein, si on enlève la petite coque, c'est mieux, Thierry. C'est mieux, pour le goûter, c'est mieux. Il a failli se casser une dent tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on fait des kilomètres. Hein, c'est ça, incontournable, les gens se déplacent. À la nage, évidemment. Le maillot de bain, vous l'avez pris? Je l'ai toujours. Dès que je vais au bord de l'eau, j'ai toujours le maillot de bain. L'appel de la Méditerranée depuis le début de l'émission. On va pouvoir passer à la dégustation. Thierry, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau défi ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Nous, on se dit à demain, chef aussi. Hein. Demain, ce sera du sucré. C'est mercredi. Voilà. On ne peut pas savoir de quoi sera fait le défi demain. Si, on va faire une petite tarte fraise avec des spéculoos et de l'amande pour lever un peu tout ça. Pour le mercredi, c'est sucré. Et comme tous les chefs, il dit petit. Hein, voilà. Petit. Et nous, on se retrouve, ma petite et mon grand... Demain, 18h30, 19h30 depuis Saint-Raphaël et la plage de la Tortue. Bonne soirée d'ici là et encore merci à Gilles Masson. Merci à vous, allez-y. Merci.